Donc je vais vous parler d'un tour du monde à vélo cette fois-ci qui a été fait. Le projet s'appelle On the Green Road. Donc je vais vous présenter rapidement déjà les deux personnes qui l'ont fait. Donc mon cousin et moi-même, étudiants en école de commerce et école d'ingénieur respectivement. À la fin de nos études, on s'est dit, on se posait pas mal de questions sur tout ce qui était climatique. Et on s'est dit, on veut aller voir sur le terrain. On a beaucoup d'enseignements en cours, enfin beaucoup, pas grand-chose finalement. Et on voulait vraiment voir ce qui se jouait sur le terrain après les conférences, les gros loupés des grandes conférences. On voulait surtout voir le rapport pays émergents, pays développés, quelles étaient les consciences des gens sur les sujets dans les pays émergents. Et donc on s'est dit, on va faire un documentaire, on s'est un peu lancé comme ça dedans, sans trop savoir ce que ça donnerait, sans avoir de contact au départ. Et alors vous pouvez vous demander pourquoi partir à vélo. Ça peut paraître un peu étrange, tout l'effort que ça requiert. Tout simplement parce que, alors il y avait trois raisons. D'abord, vous vous en doutez, on partait sur une thématique écologique, on voulait pas polluer, pas polluer et à la fois donc pas impacter. Et il y avait la question économique aussi, forcément, parce que ça coûte moins cher à vélo quand on a le moins d'avions possible à prendre et le moins de transport. Et surtout, la vraie raison, c'était l'accueil. Ça veut dire que lorsqu'on est à vélo, les gens il y a une sorte d'approche, on a aucune barrière, et donc ça nous permettait d'être accueillis dans les familles. Très souvent, le soir, on dormait chez l'habitant. Qu'est-ce qu'on emmène rapidement dans un vélo comme ça pour un tel tour? De quoi dormir, de quoi prendre des photos, très peu de fringues, deux tenues au grand max. Un peu de quoi cuisiner en dernier ressort. On essayait de manger très local. Enfin, ça sert à rien de voyager pour manger ces petits trucs. Et le matériel médical. Donc vraiment pas grand-chose dans les sacoches. On a aussi cherché des sponsors. Là, c'était le baptême avec quelques-uns des sponsors. Le baptême des vélos. On l'a fait avec de l'eau pétillante, comme vous pouvez le voir. Et le départ, donc là on est tous les deux à partir sur la route et on ne s'est pas du tout parti pour 18 000 km, on ne savait pas du tout où ça allait nous... On avait l'itinéraire général, donc vous voyez, Europe de l'Est, Turquie, Iran, Asie centrale, l'Inde, l'Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud, Pérou, Bolivie, Paraguay et Brésil, avant de retourner en Espagne et en France. Ce qui fait qu'on a dû prendre un certain nombre d'avions. Au départ on pensait juste traverser les océans en avion. Et il y a des zones de la planète où on se rend compte qu'on ne peut pas passer, par exemple la traversée de l'Himalaya et surtout du Pakistan. Et pareil, la Birmanie. On voulait vraiment y passer au départ, hein, mais par ici. Et je vais commencer par vous parler, donc je vous emmène directement sur les routes de Turquie ici. Donc là, on commence à en baver un peu sur ces routes, mais toujours l'accueil des gens. Tous les soirs, là, dans ces régions, on dormait chez l'habitant. On passe en Iran aussi, vous pouvez voir, ça c'était un petit-déj, les gens nous arrêtaient en bord de route, ils étaient en train de prendre le petit-déj, venez partager avec nous. Donc très très loin de l'image qu'on peut avoir de ces pays, ça c'est le plus gros enseignement de ce périple, c'est pas du tout se fier à l'image des pays. L'Iran, le pays sûrement le plus accueillant de notre voyage, ça ressemble un peu à ça. Et alors on pensait pas trouver d'initiative écologique en Iran. Et pourtant, on tombe sur Saïd, vraiment c'est quelqu'un qui nous a accueillis. Il avait créé l'association Land of Volunteers. Alors, il faut savoir que le contexte politique, quand même, en Iran, on se réunit pas dans la rue. Il y a beaucoup plus de liberté que ce qu'on peut croire, très clairement, mais on se réunit pas dans la rue comme ça. Il y a quand même une certaine pression. Il y a aussi une grande pollution là dans la ville où on arrivait. Tabriz, c'était une ville très très polluée dans une cuvette, en l'occurrence. Et Saïd, qu'importaient les pressions politiques ou les problèmes, il se réunissait avec d'autres jeunes et il plantait des arbres dans la ville, en disant nous on fait au moins notre petit geste, on commence à planter des arbres, on dépollue un petit peu, on fait aussi notre geste pour la planète, et voilà. Et il nous a dès le départ impressionnés. Dans le côté volontaire, même dans un pays où on ne penserait pas qu'il y a quelque chose, il agissait. Ensuite, alors j'ai dû réduire pas mal ma présentation pour la faire tenir en peu de temps, donc je vais passer au-dessus de l'Inde, où on a beaucoup creusé le rapport entre le sacré et la pollution, le sacré des rivières.
Et je vais vous emmener directement, excusez-moi, je suis passé un peu vite, en Thaïlande, sur la question des barrages. Donc on a... Je vais être rapide alors. Il y a un gros... Nous, on a embarqué nos vélos sur certains bateaux et il y a un problème de barrage sur le Mékong. Je vous passe rapidement, c'est un fleuve très très poissonneux, un fleuve très important et en gros, donc, qui permet aussi le commerce. Et voilà, il y a tout un tas de barrages qui vont être construits sur le Mékong. Et nous, on s'est intéressé à comment les gens luttaient contre ces barrages. Parce que je suis pas contre les barrages, mais là, en l'occurrence, c'était des très très mauvaises idées. Je vais pas développer plus, mais et en fait, ils avaient une idée, c'est que le savoir, c'est ce qui leur permettrait de lutter contre les barrages. Donc ils avaient un principe qui était fight and build, se battre et construire. Et donc, au lieu de juste se battre contre les projets de barrage, ils partaient sur l'éducation. L'éducation des jeunes qui permettait en fait de faire vraiment croître quelque chose. L'éducation autour du Mékong pour que les savoir-faire anciens ne se perdent pas. Et on a trouvé ça très très fort, cette capacité à se battre par le savoir. Et alors, je vous emmène rapidement en Amérique du Sud avant de terminer, vu qu'on m'a fait signe qu'il faut que je me dépêche. Je vais me concentrer sur les communautés andines, sur l'altiplano. Alors ça nous a beaucoup marqué. Nous on monte la cordillère des Andes. On arrive sur l'altiplano à la fois au Pérou, il y a des petits altiplanos, et en Bolivie ensuite. Et là, on rencontre beaucoup de paysans qui nous expliquent que le dérèglement climatique, dont ici on parle d'assez loin, on ne sait pas trop ce que c'est. Pour eux, c'est une réalité, parce que le climat est déjà très rude dans ces contrées. Et forcément, n'importe quel dérèglement se fait tout de suite sentir. Donc eux, par exemple, qui se basaient sur les choses naturelles pour cultiver, tout est en train de changer. Depuis 10 ans à peu près, tous les paysans nous disaient ça, ils ne savent pas exactement pourquoi. Ici, vous pouvez voir un chef de communauté qui était en train de nous montrer à 6000 mètres d'altitude un glacier qui est en train de totalement fondre. On coupe des questions écoutez tout à l'heure. Et voilà, il y a beaucoup de... Et sans glacier, il n'y a plus d'approvisionnement en eau. Ce qui est très intéressant, c'est que les peuples là-bas sont pas du tout dans la phase juste on se plaint, ils sont déjà dans la phase d'adaptation. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire pour demain continuer à vivre sur ces territoires. Et pour ça, alors déjà ils reviennent beaucoup sur le principe de la Pachamama, la terre-mère, terre nourricière, qui est un principe très ancien, un principe inca. Et ils le remettent au goût du jour. Il avait été beaucoup oublié, il a été mis de côté, il revient au goût du jour. Et en plus, ils développent des nouvelles techniques. Donc ici, là, c'était des mamitas qui se formaient à l'agroforesterie. Et ils creusent par exemple des puits d'eau pour remplacer la fonction que faisaient les glaciers. Bon, c'est quelques exemples, il y en a beaucoup d'autres. Et donc nous, on reprend notre route, on descend la cordillère des Andes, toujours aussi bien accueillis, et on arrive à Rio. Bon, alors il y a des tas d'initiatives desquelles j'aurais pu vous parler, mais j'en ai pas le temps. Mais on a vraiment pu rencontrer là-bas une énorme profusion de choses qui étaient en train de germer. Et donc je vais vous dire, on rentre en Espagne, en France, donc ça c'est un peu le retour à l'aéroport de Madrid, et on arrive à Paris avec 18 000 km au compteur. Voilà, un peu les têtes après un an. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, on partait sur l'idée « fais de ta vie un rêve et de ce rêve une réalité », ce qui nous a poussé pendant tout ce périple. Et finalement, on en est revenu avec une deuxième phrase qu'on pourrait rajouter, c'est celle de Gandhi, « Sois le changement que tu veux voir dans ce monde ». Et les deux ensemble, je trouve que c'est un très bel... elles s'accordent très bien parce que c'est les deux ensemble en fait qui nous poussent maintenant. On a vu beaucoup de gens qui étaient confrontés aux réalités sur le terrain, et c'est peut-être ça la leçon des pays émergents. Ils sont confrontés aux problèmes, ils les ont vraiment en face d'eux, et qu'est-ce qu'ils font ? Ils essaient ils commencent à faire croître quelque chose, d'en bas, vraiment. Et c'est des petites graines qui peu à peu font croître quelque chose de beaucoup plus grand. Mais ils se posent pas la question... Est-ce que c'est trop difficile ? Est-ce que non, le problème est en face et ça commence. Est-ce que j'ai le temps de vous montrer une minute de vidéo ou non ? Non, écoutez, tant pis. Donc le documentaire est en cours de préparation et
d'ici janvier, février, le documentaire On the Green Road sortira et vous donnera beaucoup plus sur ces différentes thématiques.